Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Broadcast Time, le magazine de la production audio, vidéo, des nouveaux médias, de tous ces flux qui passent sur Internet, qui nous passionnent. Je dis nous parce que je ne suis pas seul, vous savez bien. J'ai le plaisir de retrouver Fabrice Arad. Salut Fabrice. Salut Benjamin, salut à tous. Fabrice RTV Concept. Oui, c'est moi. Et puis Broadcast Time sur Watch TV. Et vous le savez, on n'est généralement pas seul dans l'émission. Et je suis très heureux de retrouver notre complice. C'est Stéphane Fodeux. Salut Stéphane. Bonjour à vous. Sympa de te revoir de retour du NAB à Vegas. Exactement. Bon. Entre deux avions, deux trains, un train, un vélo, un train, une moto. Tous les moyens de transport sont bons pour aller chercher l'info. Stéphane, on te retrouve dans MediaQuest, dans Sonovision aussi, parce que tu es maintenant le patron des deux magazines. Ouais. Et puis tu viens de reprendre le Satis. Tout à fait. On pourra en dire un mot peut-être plus tard, mais oui, on a décidé de reprendre avec la complicité de Reed Exposition qui organisait le Satis jusqu'à présent, donc de reprendre le Satis et de le marier à un autre événement qu'on a organisé qui s'appelle Screen for All, donc il y aura Satis et Screen for All le 8 et 9 novembre prochain. Eh ben génial, on en reparlera Stéphane sans doute la semaine prochaine. On va consacrer cette émission au NAB, à tout ce qui s'est passé à Vegas. On se retrouve dans un instant pour faire le tour des nouveautés du NAB 2017. Voilà, il a pris fin il y a une quinzaine de jours à peine. D'abord Stéphane, parce que tu étais de nous trois le seul à avoir la chance d'y aller, c'était plutôt un bon cru. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement de ce NAB ? C'est dur de parler de bon cru. Qu'est-ce qu'on met derrière bon cru ? Si c'est d'avoir des annonces extraordinaires, des acquisitions, des bouquets de nouveaux produits, c'était pas le cas. Ce que je répète souvent quand on me pose la question, c'est que c'était un NAB de mise à jour. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui arriver et se développer, c'est que tant les systèmes globaux broadcast que même les caméras aujourd'hui, c'est de l'informatique partout. Et donc, ce qu'on a vu, c'est des mises à jour avec un ensemble de fonctionnalités qui vont être ajoutées à tel ou tel produit. On connaît bien Blackmagic qui n'est pas avare de nouveautés, de lancement de produits. On va en reparler. Cette année, justement, point de vraies nouveautés, il y en avait, mais c'était essentiellement mise à jour sur une caméra, mise à jour sur leur système d'étalonnage, mise à jour sur leur système de copie sur carte SD, etc. Et c'est un peu ce qu'on a vécu sur de nombreux stands, même chez les constructeurs plus traditionnels, comme Sony. Pas de véritable annonce non plus, mais des upgrades ici et là. En termes d'affluence et d'ambiance, comment est-ce que tu décrirais cette édition 2017 ? Alors le sentiment est toujours différent selon la température qu'on prend avec tel ou tel exposant ou tel hall. Pour les personnes qui n'ont jamais visité le NAB à Las Vegas, la différence d'IBC ou de la porte de Versailles, il y a peu de halls, mais ils sont énormes en taille. Donc il y a un hall sud qui est sur 2 niveaux, où on va retrouver une partie des moyens de production et de post-production, de diffusion. C'est vraiment l'univers broadcast. Il y a un hall central qui est plutôt lui orienté tournage, captation, caméra, tout ce qui est accessoire autour des tournages, un peu de stockage et avec les grosses marques présentes, Panasonic, Sony, JVC, Ikegami, qui sont sur ce hall. Et puis un hall qui s'appelle le hall Nord. D'ailleurs, c'est un peu le pôle Nord parce que c'est un hall où à la fois il reste encore de l'industrie du broadcast. Il y a l'audio qui est là-bas, une partie de l'audio qui est pas forcément l'audio tournage, prise de vue, mais un peu le mixage, un peu tout ce qui est périphérique, accessoire, et puis un peu tout le reste. C'est-à-dire que tous ceux qui ne peuvent pas aller dans tel ou tel hall parce que
les grands salons comme le NAB, en fait, vous ne pouvez pas décider là où vous souhaitez exposer, si vous exposez une première année. Plus vous passez de temps à exposer, plus vous gagnez des points, et plus vous pouvez choisir d'agrandir votre stand, plus vous avez effectivement un ensemble d'options possibles. Et c'est pareil au CES, etc. Tous les grands salons sont comme ça. Hein. Quand on est un nouvel entrant, on se retrouve un peu là. Et c'est aussi sur le hall nord qu'on retrouve des villages. Le village orienté réalité virtuelle 360, un village avec la zone future, celui qui s'appelle aussi Sprocket, où ce sont des startups. Donc voilà, c'est un hall qui est pas le plus dynamique. Il y a des choses intéressantes à voir, mais il est assez loin. C'est-à-dire que quand vous passez du sud au nord, montre en main, c'est 20-25 minutes, quoi. Bon. Écoute, donc, ce qu'on va faire, Stéphane, on va prendre dans l'ordre hein, les marques qui nous ont marqués, on va dire, pendant ces 4 jours de NAB à Vegas. Et puis on va échanger avec toi, savoir quel est ton sentiment. Il y a des infos qu'on n'a pas réussi à avoir, nous, depuis ici, forcément. Tu as peut-être des infos complémentaires. Et Fabrice, on va commencer par dire un mot de Panasonic. Alors Panasonic, on connaît bien la marque professionnelle, on connaît bien son côté très broadcast, et il y a plusieurs choses. Ils ont sorti un prototype, ils ont amené un prototype de caméra 360 en résolution 4K pour faire là on parle de production pour du live. Et ça, c'est encore des prototypes. Tu vois, on est sur la phase du NAB où on annonce des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, ça, c'est classique du NAB, voilà, Stéphane. Mais tu vois qu'il y a quand même ça change, ça commence à changer, des marques qui changent. Et donc, ils ont présenté plusieurs choses. La caméra 360 qui n'arrivera qu'au mois d'août. Et ils ont même annoncé une caméra on ne sait même pas quand est-ce qu'elle arrive. C'est-à-dire que les infos, elles sont très difficiles à choper. C'est-à-dire qu'on l'a pas vue. Ouais. Elle est cachée. Et on n'est pas sûr que ça soit ce produit-là, caché sous une bâche. On vous annonce qu'elle va être placée dans la gamme entre le GH5, qui est un appareil photo qui prend de la vidéo, et les Varicam. Et ils ont concédé qu'effectivement, au milieu, il y a un trou. Il y a un vrai trou. Et ils ont du super, du plus petit, et il leur manque quelque chose. Donc ils disent, on va faire un truc, on vous l'annonce, ça arrive, soyez patients. Et là, effectivement, quand on cherche aujourd'hui sur Internet, on a très peu d'infos. Il faut aller sur le site internet pour avoir commencé à trouver certaines infos. Donc on peut commencer à en trouver. Et là, Stéphane, toi qui étais sur place, est-ce que par hasard, tu as eu plus d'infos que nous? Parce qu'au final, de loin, on l'a vu, l'image où tu as toutes les caméras alignées et une bâche blanche, et c'est tout. Elle est là. En fait, c'est un modèle ils ont fait un gros coup de buzz. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est de faire un coup de buzz sur un salon pour dire que la caméra va être présentée sur un autre salon. Donc elle va être montrée à Cinegear, qui est un événement qui se tient à Los Angeles et qui est vraiment orienté cinéma. Donc c'est une caméra qui a un entrée de gamme sur un modèle de Varicam, mais on n'a pas vraiment plus d'infos, quoi. Effectivement, ça va être une Varicam, on va dire light. Donc je pense qu'en termes de spécificité, on aura celle qui est sous le voile là. Sous le voile, ouais. Tout à fait. C'est quand même curieux d'apporter une caméra pour ne pas la montrer. Enfin. Non ouais, mais oui, mais c'est vraiment du buzz marketing, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que la période n'est pas vraiment propice à eux pour avoir des produits est-ce que c'est pour être dans le coup par rapport aux autres? Non, il est clair que Panasonic, depuis 2 ans, a réinvesti, et veut réinvestir assez fortement le monde du cinéma. Il y a 6-8 ans, quand les premiers produits Varicam étaient sortis, ils s'étaient mis un peu en frontal de Sony. Ça avait plus ou moins bien marché parce que les systèmes d'enregistrement de codec étaient très complexes à l'époque. Et depuis 2 ans, ils ont relancé une nouvelle gamme et ils ont de grosses ambitions sur ce marché. Et donc la caméra va être présentée sur un salon qui est à 100% orienté cinéma. Donc c'est uniquement du marketing, hein. Point. Du coup, toi sur le stand Panasonic, est-ce que tu as d'autres choses qui t'ont marqué par rapport hormis ce sujet du buzz et les mises à jour de tous les softwares pour pouvoir avoir aujourd'hui, comme tout le monde, les nouveaux codecs qui rentrent dans les machines? Alors, ce qui a été montré aussi, qui avait été annoncé un tout petit peu avant, c'est la caméra 360. Ouais. Il y a aussi un petit mélangeur. On voit que les grandes marques descendent de plus en plus vers des produits d'entrée de gamme.
Il y a une grosse concurrence, on va dire, sur des solutions entre guillemets TriCaster et autres, que ce soit chez Pana, que ce soit chez JVC, que ce soit même chez, on voit des marques qui étaient vraiment que sur du très très haut de gamme comme EVS, où ils essaient de démocratiser des produits. Alors chez EVS, ça reste encore un peu cher sur un petit mélangeur, mais mélangeur à la fois aussi système graphique, serveur. Donc on a des produits qui sont assez hybrides. Il y a un point qui est un peu réservé au marché peut-être américain, mais en fait, mais je pense qu'il est symptomatique de ce que veut devenir aussi Panasonic. La marque Panasonic s'est rebrandée différemment pour le marché américain, dans lequel je crois que c'est Panasonic Media and Entertainment, quelque chose comme ça, dans lequel ils incluent le marché aussi de la communication et du corporate. Donc c'est les produits qu'on peut trouver sur un NAB ou un IBC et les produits qu'on peut trouver sur l'ISE à Amsterdam sous le même label. C'est-à-dire que quand ils ont fait leur conférence de presse, il y avait autant la caméra que le mélangeur, que les écrans plats LCD, que les systèmes pour les centres commerciaux. Donc ils le voient comme ça. C'est une mutation que fait Panasonic depuis 4-5 ans. Et là, elle a vraiment pris place. Alors je ne sais pas si ça suivra en Europe aussi avec une volonté vraiment de couvrir un marché de manière horizontale avec des silos comme ça, mais ça a été présenté de cette manière. En termes de nouveautés, c'est les trois produits principaux qui étaient là. Alors juste Fabrice, le mélangeur il sortira début 2018 en Europe, je crois. Et puis il y a aussi une caméra robotisée d'extérieur. Bah là, on continue assez increvable, qui a aussi été présenté. De toute façon, là, on va rentrer dans le domaine où le broadcast va commencer à s'améliorer sur tout ce qui était pilotage à distance et autres, parce que c'était quelque chose qui était venu du monde de la vidéosurveillance et qui maintenant devient un peu plus broadcast, on va dire. Dans les annonces, quand on disait tout à l'heure, Stéphane, il y a un changement aussi, moi que j'ai constaté, c'est que si je prends quelques semaines en arrière, on a l'ISE, et là on avait vu débarquer Blackmagic, qui contre toute attente avait sorti un nouveau mélangeur, personne s'y attendait, c'était l'ATEM TV HD, là Blackmagic nous refait le coup, en revenant encore avec un nouveau produit, certes c'est entre guillemets une mise à jour de gamme, mais qui arrive avec un produit qui est déjà dispo. Ça, ce que c'est un changement de système, parce que Blackmagic du coup, contrairement à avant où on arrivait au NAB. Quel produit, Fabrice, du coup ? Sur le nouvel mélangeur, je suis un peu perdu, l'ATEM, tu vas pouvoir avoir sur les images, on a annoncé à l'ISE du jour au lendemain un nouveau mélangeur qui était celui-ci, l'ATEM TV HD, et il était dispo dès le lendemain en boutique. Oui, enfin. Sauf que, à part toi, personne ne l'a reçu pour l'instant. Bah si, c'est qu'il a été commandé et ils ont eu rupture de stock. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu rupture de stock parce qu'ils ont été vraiment victime du succès. Alors c'est pas celui-là, on va en parler de celui-là. Et celui-ci, il a été annoncé pour le mois de mai, donc là il est théoriquement dispo, il est en commande, c'est-à-dire que là tout le monde l'attend en avance. Ils se disent, il est prévu quand même pour la fin normalement la fin de la semaine ou la fin du mois. Alors, explique-nous qu'est-ce que c'est. Et c'est le même mélangeur que la TEM TV HD, sauf que là on a rajouté le panel de surface que tu n'avais pas. C'est-à-dire que tu as un mix entre la TEM TV Studio et le panel de pilotage. Donc tu as un produit tout intégré, donc à l'arrière du produit, tu vas pouvoir retrouver les quatre entrées HDMI et les 4 entrées HDI. C'est quand même un produit qui est prévu pour fonctionner avec leur gamme de caméras, parce que tu as le système de retour où tu peux avoir les ordres, c'est-à-dire que tu peux avoir un réalisateur qui va parler au cadreur, mais surtout c'est que au prix où il va être placé, puisqu'il est à 2000 €, ça c'est dingue, à 2000 €, tu te retrouves avec un truc, rappelez-vous, la TEM TV Studio 905 €, plus le panel à 4000. C'est ça. On divise par 2 le tarif pour un truc qui est enfin à peu près d'une taille portable et qui reste, là du coup ils le disent, c'est le Pro HD. C'est plus le même produit. Ben non, on a passé une gamme parce qu'en plus on fait de la HD réelle, c'est-à-dire qu'on fait du 1080p, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Il y a un petit écran de contrôle. Il est beau ce mélangeur en plus. Mais il est beau, je vous en parlerai parce que a de la gueule, hein. Le carton est attendu, dès que le carton arrive, on l'ouvrira. Yes. Ils ont enfin intégré des domaines, c'est-à-dire que 4 HDMI, on les voit. 4 HDMI, 4 SDI qui sont avec entrée-sortie pour faire le mix minus, pour faire le pilotage. Donc du on-air, on a le retour de la light, du rouge antenne, et le retour d'ordre parce qu'on utilise des canaux SDI pour pouvoir faire le retour d'ordre du pilotage. Entrée XLR audio, c'est un petit produit qui est quand même
pratique, affiché à 2000 €, commandable dès maintenant, c'est-à-dire vous pouvez le commander, livré normalement, attendu en France pour le mois de mai. Les distributeurs devraient en avoir sur début juin. Stéphane, qu'est-ce que ce produit-là t'inspire en particulier? Bah, c'est ce que j'évoquais un peu avant. Bon, c'est Blackmagic, il a quand même initié et un peu créé de la disruptivité sur le marché avec des produits avec des prix très très agressifs. C'est une évolution. Ce qu'on voit, c'est que malgré tout, on peut des fois critiquer Blackmagic sur certains plans, sur effectivement de la dispo pas toujours là, sur des produits pas toujours finis, mais ils écoutent, je pense, énormément les utilisateurs. Ce produit en est la preuve. Il y a aussi une chose qui a été, qui à mon sens importante, qui a peut-être pas été bien vue dans le flow des annonces, mais dans le compte rendu, nous de MediaQuest, on en parlera. C'est l'intégration DaVinci Fairlight. Qui risque un peu de créer des dommages collatéraux avec Avid. Alors, Blackmagic dit le contraire, parce qu'aujourd'hui, Blackmagic, c'est le fabricant agréé par Avid pour fabriquer tous les hardware. Hein. Ouais. Toutes les boîtes de connexion, d'entrée et sortie et d'accélération, c'est du Black. Mais le DaVinci, qui a maintenant de très très grosses velléités en termes de montage, de plus en plus se positionne sur le montage, et là avec l'intégration avec Fairlight, vous avez sur le pupitre et sur l'écran à la fois de la console Fairlight, vous avez toutes les pistes vidéo qui arrivent. Vous pouvez travailler en networking avec d'autres techniciens sur le même projet. Ouais, bon, il va falloir mettre les mains dedans pour un peu voir tout ce qu'il y a, mais sur le papier, ça a l'air assez intéressant avec cet esprit de collaboratif et travail en réseau. Alors c'est vrai qu'on avait tendance jusqu'à même les distributeurs à dire que c'était un peu du produit jetable sur lequel on n'avait pas forcément confiance, qui chauffait trop et autres. Ils ont sacrément revu leur copie, les produits sont maintenant largement mieux ventilés, ils ont sacrément écouté les professionnels, parce qu'on a l'impression quand même qu'ils ont écouté toutes les critiques qui avaient été faites au fur et à mesure sur leurs produits pour les modifier. Donc là, on voit avec le nouveau produit qui arrive, et effectivement, ils ont, on va dire, professionnalisé, non, mais c'est industrialiser leur gamme. C'est-à-dire que cette fois-ci, au départ, on avait quand même des produits qui n'étaient pas forcément cohérents. Là, on a une chaîne de produits qui est cohérente, et on va le voir avec les images qui vont suivre, c'est qu'on a maintenant des boîtiers standards qui vont être utilisés pour faire plusieurs fonctions. Donc on avait découvert le Web Presenter en février. On va découvrir maintenant donc tout ce qui va être ils vont dégainer toute la gamme, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir l'enregistreur, on a eu l'hyperdeck qui était dans le même boîtier, 1 tiers de U, et on va avoir les mises à jour du reste, donc l'hyperdeck mini qu'on a déjà vu, et je perds mon nom, l'Ultra Studio Mini, qu'on va voir arriver. On s'y perd un peu dans les noms des... Bah pour l'instant, oui, parce qu'on est, pour l'instant, le seul problème qu'on a, c'est qu'on est en changement de gamme. C'est-à-dire qu'on est pour l'instant sur l'évolution de la gamme, donc on les a pas tous, on a encore les anciens en tête. Et donc voilà, là on a l'Ultra Studio HD Mini, qui est donc le rack d'encodage, hein, entrée-sortie. C'est celui de février ou c'est encore un autre modèle? C'est le nouveau. Ça c'est le nouveau, c'est Thunderbolt 3. Ok. Là, via l'USB-C, via le connecteur USB-C. Ouais. Et donc c'est sous gamme Thunderbolt 3, c'est-à-dire que là c'est entrée-sortie. Alors quand il le présente pour faire du fil quai et pour faire de l'intégration de tout ce qui est élément d'habillage des images. Mais ça reste une carte d'acquisition ou une carte de lecture. Ensuite, ils sont passés au soft dans la présentation de la conf, et donc là c'est ce que disait Stéphane, ils ont quand même racheté DaVinci il y a quelques années, maintenant ça fait 1 an et demi si je ne me trompe pas. Au départ tout le monde a dit ça y est, c'est un peu plus que ça, non 2 ans. Ouais, 2 ans maxi. Et ils ont mis, effectivement, ils ont mis ça fait encore plus que ça, mais... un coup de boost. C'est-à-dire que là, ils sont allés beaucoup plus vite. Et là, quand on regarde ce qu'ils ont présenté sur la version DaVinci 14, qui est en bêta, c'est ce qu'on voit. Ils ont un produit qui est très alléchant. Parce que tu as un mix de Final Cut avec la solution de mixage de GarageBand, tout mixé. Tu as un mix de Premiere avec, tu me reprends si je me trompe, Audition, c'est l'audio. Et tu peux tout faire, c'est-à-dire tu peux travailler à plusieurs sur le projet,
C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'avoir un ordinateur et chacun va dessus. Là, tu travailles à plusieurs sur le projet. Tu peux travailler la partie audio, tu peux travailler la partie vidéo, la partie titrage, tu peux faire du morphing, tu peux faire des tas de choses. Et quand on voit le produit... Alors, c'est toujours le risque de vouloir tout faire... quand on voit le produit présenté comme ça, ouais. c'est très alléchant pour quelqu'un qui se dit, bah ouais, moi j'ai l'habitude de le faire. Et là où ils sont forts, on peut dire ce qu'on veut, bah ils te disent, ok les gars, vous voulez tester? La bêta est gratuite. Allez-y, prenez la bêta. Sur la version normale. La version pro, elle est payante, c'est quand même une version bêta. Le soft, d'ailleurs, enfin le soft en lui-même est pas cher. Hein, avec DaVinci, c'est le hardware qui coûte cher hein, avec DaVinci, Stéphane. Oui, c'est le pupitre. Ouais. Et mais c'est vrai qu'ils ont là sur ce coup-là, moi je pense qu'ils ont un léché du monde. Après ils ont fait une mise à jour classique des produits parce qu'il faut évoluer. Et comme disait Stéphane, la partie la plus facile, c'est que maintenant c'est de l'informatique. Toutes les caméras c'est de l'informatique. Si elle a bien été faite dès le départ, c'est qu'une mise à jour. Donc là on a rajouté le Bluetooth sur l'Ursa Mini. On a mise à jour le Video Assist, donc c'est l'écran 4K, le petit écran monitor, on l'a mis à jour pour récupérer certaines fonctionnalités supplémentaires. C'est que maintenant on a toutes les langues, on peut enfin avoir des langues différentes que l'anglais, pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. Et tu as... Je remets les images parce que je vois ça. J'avais perdu le fil, c'est pas grave. Et on va avoir une mise à jour en juin. Le Video Assist 4K va devenir un vrai scope. C'est-à-dire que les logiciels, donc là, on voit bien qu'il n'y a qu'une mise à jour du soft. C'est cet écran. C'est l'écran portable qui fait 10 pouces, 9 pouces 7, va devenir un vrai scope. C'est-à-dire que ça devient un produit externe, et donc il a 1000 € et quelques, 1400 € et quelques. Ça devient intéressant. Là, pareil, on en vient, on professionnalise le produit en tant que tel. Stéphane, est-ce que c'est ton sentiment aussi sur Blackmagic? Enfin, tu as commencé un peu à le dire, mais on a vu qu'il y avait quand même une grosse phase de mise à jour vers le 4K, ça les a pas mal occupés. Maintenant, on a l'impression qu'ils passent à une autre étape de leur croissance et de leur développement. Écoute, oui, c'est vrai, il y a 2 points, je pense, qu'on peut soulever. Ce qui est symptomatique et qui est visible, c'est notamment tout ce qu'ils ont fait autour de la caméra. Rappelez-vous la sortie de la caméra de Ursa, qui était quand même pour moi une caméra ukrainienne qui pesait 20 kilos, taillée à la serpe dans un bloc de métal, quoi, pas très ergonomique. C'est ça. Après ils ont fait l'Ursa Mini, ils ont fait la version 4.6K, ils ont refait une mise à jour, ils ont rechangé, ils ont mis des vumettes sur les côtés, enfin voilà, elle est devenue entre guillemets une caméra normale, parce qu'ils ont justement écouté les critiques, mais tout ça ils l'ont fait en un an et demi, quoi. Donc c'est quand même vite. Hyper rapide. L'Ursa, c'est ce design-là, on va dire. On vient de le voir passer. Mais c'est un design qui apparemment va être repris. On a vu qu'Aja avait commencé à reprendre le design quand ils ont fait la Sion. Le côté carré a donné une sensation de facilité à fabriquer les boîtiers. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors du capteur, après, il faut faire l'habillage. Et il y a eu la mode des rigs sur tout ce qui est appareillage. Donc, tout ce principe de mécano de caméra fait que ça marche pas trop mal. Et effectivement, Blackmagic, là... Aujourd'hui, quelqu'un qui me dit je peux pas travailler avec du Blackmagic, on va commencer à être un peu sérieusement coincé parce qu'ils offrent des produits sérieusement. Ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils ne peuvent pas. Non, pour l'instant, ils ne veulent pas travailler avec. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu peux commencer à dire que t'as pas tellement le choix. Si tu veux rester dans un budget avec un rendu qui quand même, aujourd'hui, quand tu tournes en 4K, j'en vois beaucoup qui tournent en 4K avec du Blackmagic, pas autre chose. Donc du coup, on peut pas faire l'impasse. On peut plus dire ah non c'est bon, c'est du jetable, c'est pas bien, c'est pas une bonne marque. C'est plus possible. Ça dépend quand même vraiment des moyens qu'on a. Après, certains vont dire que c'est faut avoir aujourd'hui maintenant la question c'est sur la longueur. Est-ce que sur la longueur ces produits sont si efficaces? Parce que l'un des inconvénients réels, en revanche, c'est que on passe son temps à faire des mises à jour. C'est-à-dire que si je prends la Thème TV Studio HD qui a été livré en février, on est déjà à la 3e mise à jour du logiciel. C'est-à-dire qu'on est à 2 mois et demi, on est à la 3e mise à jour du logiciel. Et quand tu fais la mise à jour d'un logiciel, il faut le faire sur tout. Parce que tout d'un coup, le Photoshop, il prend pas parce que t'as pas le fichier peut pas sortir. C'est l'inconvénient, il va être là. C'est qu'aujourd'hui, on passe son temps à faire de la veille sur les mises à jour. Bon, le temps passe très très vite, les amis. Il nous reste 3 minutes pour terminer ce
premier débrief moi, du NAB. Je considère qu'on va essayer de terminer avec du lourd. Moi, il y a une annonce qui est passée au départ. Il y avait des annonces surtout sur les tarifs. On dit on va faire des promos, c'est le NAB. Allez les gars, on en profite. Allez, on fait les soldes. Ça tombe bien, c'est les bonnes périodes. Et donc il y avait Atomos qui en a profité pour faire une projection sur l'Inferno et de dire on baisse le prix de l'Inferno. Donc l'Inferno, c'est un petit écran enregistreur et ils nous ont fait une belle démonstration SDR, HDR, parce qu'il va falloir retenir ce mot-là. HDR, ça sera après la 4K. C'est à mon avis le nouveau mot marketing qu'on va sortir. Avant le HDR, après le HDR. Ça fait un moment qu'on en parle quand même déjà. Oui, mais maintenant c'est disponible. C'est-à-dire que les mises à jour sont faites pour être disponibles. Et puis tout d'un coup, après ce petit écran qui en rappelle, il fait à peine 10 pouces, ils nous sortent le gros. Sumo 19 pouces. Alors on va juste reprendre. Ils nous ont fait le Ninja, le Shogun. Et là, maintenant le Sumo. Et le Sumo, théoriquement c'est le plus gros. Donc c'est un écran de 19 pouces qui prend toutes les caractéristiques des enregistreurs actuels. Donc là, on est dans du lourd parce qu'effectivement, ceux qui font de la production avec des caméras et autres, qui ont besoin de voir un rendu HDR qui tient la route et autres, ils vont pas besoin d'aller chercher un autre écran, ils l'auront déjà, on peut enregistrer. Je pense, Stéphane, que tu as le temps de faire le tour de la bête, toi, sur place. Ça donne une sensation, à mon avis, de quelque chose de costaud. En plus, ils l'ont fait bien épais sur cet écran. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Stéphane ? Écoute, oui, ce qui est intéressant, c'est que le produit est hybride, c'est-à-dire qu'il est autant pour être sur on-set, comme on dit, donc sur le lieu de tournage, mais aussi qu'on peut l'utiliser ensuite en régie, comme à la fois enregistreur et comme écran de monitoring de contrôle. C'est une grosse bête, les performances sont très très élevées. Il est capable d'enregistrer en RAW 12 bits ou d'enregistrer jusqu'en 4K 60p. Et du 2K en 240 images par seconde. Donc c'est un produit qui est très très intéressant. Et pour revenir sur le HDR, si on a une seconde, en fait ce qu'on est en train de voir, la tendance est l'UHD ne se développe pas en fait. Le 4K pour le moment ne se développe pas. Au niveau de la diffusion, tu veux dire? Ouais, mais même la production et ça reste pas. Ça reste lourd et compliqué, c'est ça? Très, très très faiblement utilisé. Il y a pour tout un tas de raisons qu'on pourra développer. Mais ce qu'on va voir arriver, c'est le HD HDR. Donc c'est bénéficier du HDR sur un flux HD. Il y a des diffuseurs français qui vont lancer des choses cette année. On en parlait il y a 2 ans, mais bon, c'était très très équilibré. Est-ce que c'est l'UHD HDR? Est-ce que c'est le HD HDR? Et pour des raisons de coût, c'est le HD HDR, notamment parce que il y a pas le 4K ne s'impose pas pour le moment parce que la taille des écrans située sur du 55 pouces, qui est la moyenne, on va dire, un peu partout, le 4K n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment aller au-delà, 65, 75, etc. Mais pour des raisons de coût, on n'en a pas. Donc le HD HDR fait la blague. C'est vraiment très très intéressant. Ça donne beaucoup plus de créativité sur l'image. Et beaucoup de personnes, sur des séances d'ailleurs de tests, pensent que c'est du 4K, alors que c'est juste du HD HDR. Ok, Stéphane, c'est déjà l'heure de la fin de cette première partie, on va dire, sur le NAB 2017. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Merci aussi à vous de m'avoir accueilli gentiment. Toujours un plaisir. Merci à toi, Fabrice, d'avoir été au rendez-vous. Bonsoir. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine avec Fabrice pour un nouveau numéro de Broadcast Time. Salut à tous.